Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, monsieur, bonjour. Bon début de semaine. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ancien ministre de la Communication, Adi Jean Gardi. Avec lui, on va parler de son expérience en tant que ministre, comment il a vécu cette expérience. Et dans un second temps, nous accueillerons Adi Jean Gardi, mais avec un autre titre, le président directeur général du journal Enquête. Avec plaisir. Et avec notre invité, on évoquera les prophéties confiées à Duvalier au moment de son départ en 1986, un article qui porte la signature de mon invité. Très bien. Adi Jean Gardi, bonjour, bienvenue sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau ce matin. Et ça fait déjà longtemps qu'on n'a pas eu cette possibilité. Mais je suis tous les jours et je suis présent aussi, bien entendu, par la voix des ondes. J'écoute et je suis toujours le programme. Adi Jean Gardi, vous étiez ministre de la Communication. Alors, je ne sais pas comment pourrait-on formuler la question que je vais vous poser, la première évidemment. Et c'est comme qui dirait, hier, on était simple citoyen, aujourd'hui, on est ministre, demain, on redeviendra simple citoyen. Tout ça forme un paquet. Et difficile à gérer parfois. D'abord, est-ce que vous, quand vous étiez devenu ministre, ce n'était pas votre premier poste au sein d'un gouvernement, ce n'était pas votre premier poste en votre qualité, en tant que fonctionnaire public, mais le ministre, avant d'être ministre, et pendant que vous étiez ministre, l'expérience, la déception, expliquez-nous tout ça. Écoutez, moi je suis devenu ministre, ce n'est pas un hasard, j'avais décidé évidemment de répondre à un engagement civique. Après le tremblement de terre, je m'étais posé la question, qu'est-ce que je dois faire et à quel niveau ? Et évidemment, j'ai passé ma vie comme journaliste de carrière et jusqu'à présent, je le suis encore. Je dirige un journal, le journal Enquête. Et j'avais décidé d'accepter ce poste de ministre de la Communication. À l'époque, c'était le ministère de la Culture et de la Communication. Et j'avais expliqué au nouveau gouvernement qu'il fallait absolument un ministère de la Communication pour permettre au secteur de la presse de continuer à défendre non seulement les libertés publiques, mais aussi à se restructurer. Et je crois... Ça, c'est la vision. C'est la vision. Alors, avant, j'ai eu des postes au niveau de l'État, c'est-à-dire j'avais été directeur général de la Radio nationale, j'avais été aussi directeur général du journal Haïti Libéré, et j'avais évidemment une certaine pratique, tant au niveau du secteur privé que du secteur public. Et quand je suis devenu ministre, j'ai gardé un principe de base. Ça veut dire le principe sur lequel j'avais assis ma carrière, c'est-à-dire la défense de la vérité. Et je ne peux pas, c'est-à-dire on ne peut pas, quand on est par exemple un journaliste, et considérer qu'un poste public va provoquer une rupture par rapport à ce que l'on croit, par rapport à ses convictions. Oui, mais il y a aussi la vision qu'on a de la chose. On pense pouvoir réaliser les choses. On pense même pouvoir faire des miracles. Une fois sur le terrain, une fois au pied du mur, c'est à ce moment-là qu'on va tenter de reconnaître le vrai maçon. Allez-y, dites-nous. Absolument, absolument. On croit pouvoir faire des miracles. D'ailleurs, beaucoup de gens, quand ils apprennent qu'ils vont devenir ministres, sont très heureux parce qu'ils disent « on va gagner de l'argent ». Moi, je n'y croyais pas. D'ailleurs, l'État, quand j'ai proposé que le ministère de la Communication soit créé, à ce nouveau gouvernement. Et j'ai présenté d'ailleurs tout un programme, il n'y avait pas d'argent. D'ailleurs, vous savez que j'ai commencé ce ministère dans un cybercafé. J'avais commencé à travailler, bien entendu, avec un petit groupe, et il n'y avait pas encore de bureau. J'avais pas de bureau, il n'y avait pas de budget non plus, et j'ai été nommé ministre, et j'ai travaillé avec la ministre des Finances à l'époque pour élaborer un budget, pour permettre évidemment à ce ministère d'avoir évidemment les structures nécessaires. Donc, nous avons commencé de cette manière-là, parce que nous croyons qu'il fallait évidemment fournir à la population, dans le cadre de la communication publique, un ensemble d'informations pour la reconstruction du pays, d'une part, et d'autre part, pour restructurer, la corporation des journalistes et le secteur de la communication. Il y a tellement à faire. Alors évidemment, vous avez parlé tout à l'heure d'une espèce de dichotomie entre son statut de citoyen et le statut de ministre. Je ne crois pas. D'ailleurs, quand on est nommé ministre, c'est-à-dire c'est sur la base même d'une
d'une expérience, d'une part, et deuxièmement, sur la base aussi de certaines convictions. On ne peut pas, par exemple, si on devient ministre de la Santé publique, renier ses convictions de médecin et le serment d'Hippocrate. Je crois aussi pour nous autres, en tant que journalistes, notre devoir est de garder et de conserver ces convictions en faveur de la liberté d'expression, en faveur de la liberté de la presse, la liberté de l'information, et surtout veiller à ce que, bien entendu, Vous avez réussi, la population ne soit pas manipulée. Alors, vous avez réussi ce pari? écoutez, je ne pense pas. Il y a eu des épreuves. Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y a eu des épreuves. D'abord, quand vous rentrez dans un gouvernement où la mosaïque n'est pas une mosaïque, parce que la mosaïque doit être unitaire ou d'une certaine manière conforme à ses convictions. Vous avez plusieurs éléments hétérogènes. Ça veut dire plusieurs tendances, plusieurs orientations diverses. Mais le secteur, justement, le secteur... Difficile. Misait en quelque sorte sur le ministre. Absolument. Vous deviez avoir une tonne de CV sur votre bureau. Absolument. Et le premier problème, c'est que justement, il y a une tonne de CV parce que les gens pensent que quand on devient ministre, on devient directeur d'une agence d'emploi. C'est-à-dire beaucoup de gens viennent chercher du travail. Et moi, je reconnais avoir commis une erreur d'avoir passé mon temps, beaucoup trop de temps, à recevoir des gens à mon bureau pour les écouter ou pour évaluer ce qu'on pouvait faire avec. Il faut absolument prendre le temps de regarder davantage sur ce qu'il faut produire comme changement. Et moi, j'ai essayé d'apporter des changements majeurs. Mais il y a eu des épreuves. Parmi ces épreuves, imaginez par exemple que moi, je suis un militant de la cause démocratique, c'est-à-dire en faveur de la liberté d'expression, et ceci même avant la chute de Duvalier. J'ai travaillé contre la dictature. J'ai travaillé contre les réflexes de la dictature. Et moi, je me suis retrouvé, et également après le départ de M. Duvalier, avec des jeunes haïtiens pour créer ce qu'on appelle les médias communautaires, pour aider à ce que ces médias communautaires soient structurés à travers tout le pays, à travers les 142 communes. Alors, ce qui s'est passé quand j'ai été ministre, la première grosse épreuve, c'est qu'il y avait une tendance, certains membres du gouvernement, qui encourageaient le pouvoir à détruire les radios communautaires. Certaines de ces radios que j'avais aidées, même lorsque je travaillais comme consultant, je dirigeais un projet au niveau de PNUD, au niveau des Nations Unies, j'avais aidé à envoyer même des équipements à ces radios communautaires. Alors imaginez que je deviens ministre et qu'on ferme les radios communautaires. Oui, mais c'était une infraction aussi, dit-on, étant donné que la loi ne prévoit pas de radio communautaire. Écoutez, il y a eu évidemment par le passé, dans les gouvernements précédents, un accord qui a été trouvé même sous le gouvernement d'abord de M. Manigat, et ensuite sous le gouvernement de Mme Trouillot, et le gouvernement de M. Préval, pour que les radios communautaires peuvent aider. Pour les radios communautaires devraient aider, bien entendu, les communautés éloignées à être informées. Et il y a beaucoup d'endroits dans le pays où il n'y a qu'aucune possibilité de capter les signaux de Port-au-Prince ou encore les signaux des grandes villes. Ces radios communautaires permettent évidemment, et ce sont des radios qui ne sont pas commerciales, ce sont des radios qui appartiennent à la communauté. Alors moi j'y crois, et je crois que mais Adi, quand est-ce que le média est commercial? La radio devient commerciale, par exemple, d'une part, lorsqu'il y a un conseil d'administration à caractère commercial avec des actions d'une part. Vous êtes sûr que les radios communautaires ne sont pas des radios commerciales? Beaucoup d'entre elles ne sont pas commerciales. Okay. Beaucoup d'entre elles, et par exemple, quand on prend des radios qui, en fait, diffusent des informations agricoles pour aider les gens à planter, donc etc. C'est la philosophie, c'était l'objectif même. Bien sûr. Mais la plupart d'entre elles avaient été fermées pendant que j'étais ministre. Et évidemment... Et vous avez protesté? Écoutez, j'ai protesté à l'intérieur du gouvernement, à l'interne d'une part, et j'ai accepté qu'il y ait les représentants des médias communautaires qui sont venus à mon ministère, et on a discuté. Évidemment, j'ai eu droit à une grosse manifestation, ils venaient de toutes les provinces, et ils sont venus devant le ministère protester. Moi, j'ai compris, et j'étais solidaire. Et sur la base de la solidarité, j'ai demandé au Premier ministre de la République de revoir cette position, qui n'était pas correcte vis-à-vis des médias communautaires, et j'ai eu la chance d'être entendu. Ces médias communautaires ont pu maintenant, grâce à une certaine, un terrain d'entente, à une certaine plateforme de dialogue, être réouvertes, et les fréquences ont pu être mises à la disposition des communautés de province. Je crois que cette épreuve a été très dure. Et c'est très douloureux d'une certaine manière quand on a certaines convictions. Mais vous n'avez pas affaibli le secteur non plus Affaibli quel secteur communautaire? Non, le secteur de la radiodiffusion. Affaibli par quoi? Par cette décision que vous avez... Non, au contraire, ça renforce les radios, les autres radios, dans la mesure où, comme vous le savez, dans la mesure où les autres radios ont créé des accords de partenariat avec ces radios communautaires. Ok, monsieur le ministre. Alors,
Cher confrère. Alors, Adi Jean-Gardi, comment un ministre arrive à faire face aux divergences au sein même de l'équipe gouvernementale? Comment cela se passe? C'est-à-dire, pour cela, c'est parfois très, très difficile. Parce qu'il y a un problème de cohésion. Parce que vous savez, il y a la notion de la bonne gouvernance. Tu ne peux pas avoir un gouvernement avec une bonne gouvernance s'il n'y a pas une entente à l'intérieur. C'est-à-dire, et parfois c'est difficile dans la mesure où vous pouvez ne pas être écouté, où vous pouvez avoir, c'est-à-dire face à la cohésion que vous recherchez, des problèmes de division. On peut par exemple décider de vous envoyer carrément une personnalité qui soit totalement contre vous ou qui vient simplement déranger ou détruire toute la vision que vous avez ou qui va à l'encontre des convictions sur lesquelles vous basez pour diriger le secteur. Et quand vous avez ces genres de choses, c'est-à-dire que, et ensuite, une autre épreuve, vous êtes ministre de la Communication. Et vous avez en dessous de vous, ça veut dire dans le cadre du ministère, des organismes qui sont déconcentrés, qui appartiennent d'une certaine manière, dans le cadre de la chaîne de commandement, à votre ministère. Mais si vous avez des nominations qui sont faites, par exemple, vous devenez ministre aujourd'hui, et le directeur général de la télévision nationale, le directeur de la radio nationale, ou le directeur des presses nationales, ça veut dire que vous n'avez aucun moyen, par exemple, d'autorité, par exemple, sur eux, dans la mesure où ils sont choisis, vous apprenez que écoutez, on a décidé de choisir X ou Y, et à partir de ce moment-là, vous êtes obligé d'aller vers ces personnes-là pour essayer de discuter, pour essayer de négocier avec eux, et parfois ils peuvent ne pas vous écouter dans la mesure où ils sont redevables. Ils ne dépendent pas de vous. Ils dépendent du président de la République, ou bien ils dépendent carrément de... C'est-à-dire, vous n'avez pas le choix. Et ça, c'est une autre forme d'épreuve. Et là, c'est-à-dire, les changements ou les réformes que vous pouvez apporter, souvent, vous avez des problèmes très, très graves. Et je crois qu'il nous faut absolument arriver à une réforme en profondeur du secteur, à une réforme en profondeur avec le Parlement, dans la mesure où le ministre en question, parce que n'oubliez, le ministre en question doit appliquer la loi, par exemple, du 16 février 2005. Et dans cette loi, il est dit que le ministre, dans l'article 40, il est responsable, c'est la plus haute autorité politique et administrative du ministère, et il est responsable de tous les actes qu'il signe ou contre-signe. Et il est responsable personnellement. C'est ce qui est écrit dans la loi. Donc, dans la mesure où... Mais dans la pratique, ce n'est pas le cas. Exactement. Donc, maintenant, c'est pour ça que je dis qu'il faut absolument une réforme en profondeur. Adi Jean-Gardi, quand vous étiez ministre, est-ce que, dites-nous la vérité, au nom de la vérité, avez-vous redouté une éventuelle révocation par BBM aussi? Écoutez, moi, voilà, c'est la troisième épreuve. Je ne l'ai jamais redouté, je l'attendais. C'est-à-dire, je ne l'ai jamais redouté. Dans la mesure où, dès que je suis arrivé ministre, dès la première semaine, j'avais commencé par confronter ce genre de problème. Ça veut dire qu'on a commencé par annoncer qu'un cabinet ministériel allait changer. Et parce que chaque semaine, vous êtes ministre et chaque semaine, on vous annonce que le cabinet va changer. Donc, vous ne pouvez absolument pas vous concentrer pour travailler. Donc, et parfois, ce sont des rumeurs. Une fois, le Premier ministre a réuni c'est-à-dire tous les ministres pour leur dire, écoutez, c'est faux, ces rumeurs sont persistantes, mais ce n'est pas vrai. Mais cela vous secoue, d'une certaine manière, vous déséquilibre. Et je crois que là aussi, c'est une autre réforme à envisager pour l'avenir. On ne peut pas révoquer un ministre comme ça. Ça veut dire, on ne peut, ni par BBM, ni par décision de changer le cabinet ministériel. Dans un État républicain, il faut la stabilité. Vous savez, aux États-Unis, c'est interdit de changer les cabinets ministériels, sauf s'il y a, et c'est une loi d'ailleurs, qui a été consacrée par le Parlement, par le Congrès. On ne peut pas changer les cabinets ministériels. C'est pour ça que le président de la République aux États-Unis, il garde son mandat avec son cabinet ministériel. Cependant, s'il y a un scandale... Oui, s'il y a des cas de force majeure. S'il y a des cas de force majeure. En France aussi, on ne peut pas changer les cabinets sans examen. Ça veut dire on peut changer tout un cabinet ministériel quand la coalition change ou quand le président, pour une démission en bloc de tout le cabinet, mais étayé sur des arguments, sur une argumentation solide. Et quand un ministre doit partir, par exemple, il doit être mis en examen. Et c'est un rapport circonstancié qui décide de son départ. Et là, on demande soit qu'il démissionne ou bien on le renvoie. Mais en Haïti, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu, ça veut dire que chaque semaine, vous apprenez que ça va changer. Donc, il faudra à l'avenir que le Parlement se penche aussi sur cette question pour permettre au ministre de pouvoir appliquer la politique qui est présentée par devant le Parlement, par le Premier ministre quand il est ratifié, et que le ministre ne soit pas sujet, si vous voulez, ou dépendant de caprices ou de fantaisies. Quelques petites questions brèves avant de refermer ce chapitre. Adi Jean-Gardi, elle vous a encore intéressé à devenir ministre? Pour le moment, non. Pour le moment, non.
Je crois que ce que je fais comme travail me plaît beaucoup. C'est-à-dire, pour le moment, non. Je suis intéressé à faire de la politique aujourd'hui. Vous entendez aussi vous porter bientôt candidat Je n'exclus rien. à la présidence? Je suis formé pour n'importe quel service à ce pays. Au Sénat? Au Sénat de la République, à la présidence, comme sénateur, comme député, comme magistrat, comme ASEC ou comme CASEC. Notre devoir en tant que citoyen... La vérité dans tout ça, Adi Jean Gardi. La vérité, c'est la réflexion que nous sommes en train de faire, une réflexion civique pour un engagement civique. Merci infiniment, Adi Jean Gardi. Au retour, après la pause, évidemment, on va parler des prophéties confiées à Duvalier au moment de son départ en 1986. Ce sont des choses qui font frémir. Quand même, il y a les coïncidences, il y a généalogie. Également, c'est comme qui dirait Jean-Claude Duvalier était prévenu, était averti absolument. Qu'il allait être renversé. Et c'est bon de savoir, c'est bon à savoir. Alors, je rappelle que c'est un article que vous avez rédigé, que vous avez signé et paru dans votre journal Enquête. Très bien. On en parlera après la pause. Absolument. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien ministre de la Communication, Adi Jean Gardi, est notre invité ce matin. Et dans un second temps, en tant que PDG du journal Enquête, il va nous parler des prophéties confiées à Duvalier au moment de son départ en 1986. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le PDG du journal Enquête est notre invité ce matin, le journaliste Adi Jean Gardi. Alors, les prophéties confiées à Duvalier au moment de son départ en 1986. D'abord, il y avait un certain nombre de prophéties. Duvalier allait effectivement partir, et c'était inévitable, et c'était écrit noir sur blanc, et il était au courant. Mais de qui venaient, disons, ces prophéties? De la bouche de qui? Écoutez, ces prophéties venaient de la part des gens qu'il avait invités à le rencontrer le 16 janvier 1986. Il faut dire que pendant cette période, le peuple manifestait et réclamait la chute de Duvalier. Alors, il avait entamé une série de consultations auprès de tous les secteurs. La conférence épiscopale, il avait rencontré les évêques, ensuite la conférence des pasteurs protestants, et le 16 janvier, il a invité les Hungans. Et il y avait 7 qui sont rentrés, qui sont venus le voir et discuter avec lui. Et ils sont arrivés au Palais national à 9h du matin, et vers 3h, ils ont laissé le palais. Non, mais est-ce que c'était pour une séance de... comme on les appelle, une séance de cartomancie, par exemple? Est-ce que Duvalier était les Hungans viennent battre 4 poulets pour dire les 4 vérités? Non. Pour dire ça, quoi le passé, c'était justement des consultations. Des consultations. À l'époque, moi, j'étais directeur général de Télé Haïti. J'étais directeur général de la télévision privée par câble. Et j'étais dans ma vingtaine, donc j'étais aussi directeur de l'information à la télévision. Et j'étais présent, j'allais souvent couvrir ces événements. Et je savais, par exemple, que quand il voulait rencontrer les évêques, que Monseigneur Gagnon du Cap Haïtien ne voulait pas venir, n'était pas venu. Monseigneur Constant des Gonaïves non plus n'était pas venu. Et donc je couvrais ces événements. Et ce jour-là, c'était pour rencontrer des Hungans, pour discuter avec eux, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et ce n'était pas forcément pour entendre des prophéties. Et il a été d'ailleurs étonné, selon ce que j'ai compris, pendant que je n'étais pas dans la salle à ce moment-là, mais je les ai vus rentrer. Et l'ambassadeur Théo Duval, à l'époque, qui était un mulâtre brillant, intelligent, et qui était en Hollande, était rentré et il m'avait dit, écoutez, vous ne pouvez pas rentrer dans cette salle, mais peut-être qu'après, je vous dirai un peu. Et je crois qu'il a tenu promesse. C'est-à-dire, il a tenu promesse, il m'a dit plus ou moins quelques informations sur cette réunion, mais il m'avait demandé à l'époque de ne pas les révéler. Il a dit, écoutez, si vous voulez les révéler un jour, il faudrait le faire après la mort de Duvalier, si ça arrive dans plusieurs années. Alors, évidemment, moi, à l'époque aussi, il faut dire que moi, je ne croyais ni au Dieu ni au diable. J'étais un libre penseur, et d'ailleurs, la plupart de mes amis... Bon, parce que vous étiez jeune, peut-être. Oui, j'étais dans ma vingtaine, mais la plupart de mes amis avaient déjà dépassé 40-50 ans. C'était Roger Gaillard, qui était d'ailleurs athée. C'était Franck Etienne aussi, libre penseur, ou encore Rassoul
Labuchin. Donc moi, ces gens que je fréquentais d'ailleurs, qui étaient plutôt à gauche, ne croyaient pas non plus dans aucune forme de superstition. Et moi, personnellement, comme je te dis, j'étais libre penseur. Et je ne croyais pas dans tout ce qu'on m'avait raconté, mais j'avais pris des notes. Et ce qui s'est passé, c'est que des années après, j'ai découvert que la plupart des choses qu'on avait annoncées, c'est-à-dire peut-être que je n'y croyais pas, mais se sont révélées vraies. Ça veut dire ce sont des informations, d'une certaine manière, insolites. Alors maintenant, on va droit au but pour aider nos auditeurs et téléspectateurs de bien comprendre. D'abord, on avait prévu le départ de Duvalier. Et c'est fait à la date... À la date précise. Le 16 janvier, ils ont dit à Duvalier qu'il partirait dans 21 jours. Et s'il ne part pas, il mourrait. Et ça s'est passé exactement 21 jours. On ne lui avait pas dit qu'il avait des possibilités d'organiser des élections ou... On lui a dit qu'il aurait dû organiser les élections avant, mais qu'il ne les avait pas réalisées. Comme Ferdinand Marcos, d'ailleurs ce nom a été cité lors de cette rencontre, et Ferdinand Marcos des Philippines, on lui a dit aussi que dans 21 jours, Ferdinand Marcos tomberait. Et le 7 février, effectivement, le président des Philippines est tombé du pouvoir, ainsi que le président d'Haïti. Et on lui a annoncé qu'évidemment, il a 36 ans, et à l'époque, en 1986, il avait 36 ans, et il lui avait dit qu'il aurait dû passer 36 ans au pouvoir en tant que président à vie. Et parce que Duvalier aurait, lors de rencontres évidemment ésotériques, souhaité avoir 57 ans au pouvoir. Il lui a dit donc que 57 ans après, évidemment, 1957, il mourrait. Et donc on avait annoncé ce genre de choses et qui, pour moi, paraissaient un peu bizarres. Jean-Claude Duvalier mourrait 57 ans après 1957. Après 1957. Donc ça fait 1994, non 2014 alors. Absolument. Ça veut dire 2014, mais après son départ. Ça veut dire qu'on espérait évidemment qu'il garde. Non, alors 1957, 2014. Ça fait pas 57 ans, non? Oui. Ça fait 57 ans? C'est 57 ans. J'espère que je ne me trompe pas. Oui. OK. Donc c'est ce qu'on lui avait annoncé. Peut-être on lui avait dit aussi qu'il allait mourir 57 ans après? Qu'il allait mourir 57 ans après. C'est pas ça qui s'est passé? C'est exactement. OK. Exact. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé encore, c'est qu'on lui avait dit qu'il devrait passer 36 ans et qu'à 36 ans, il devrait partir. Donc, c'est-à-dire, on est rentré carrément dans ce qu'on appelle la numérologie avec lui. On a fait donc, ces calculs. Et il y a eu donc pour moi de très drôle de coïncidence. Ça veut dire que ces coïncidences, moi, m'ont permis de comprendre qu'évidemment, je détenais des informations qu'on m'avait communiquées depuis l'époque où j'étais donc journaliste de télévision et qu'il fallait absolument révéler. Et j'ai d'ailleurs écrit un livre. J'ai un livre de 400 pages sur cette période qui s'appelle « La chute de Duvalier » et je rapporte dans ce livre, évidemment, tous ces éléments-là. Et ce livre va être publié pendant l'été. Et je crois que aussi, pour revenir sur ces prophéties qu'on avait dit à Duvalier, qu'on lui avait annoncé, parce qu'il avait demandé, il souhaitait savoir, mais qu'est-ce qui va arriver après lui? On lui avait dit que Henri Christophe allait devenir président de la République, il n'avait rien compris, et qu'on lui avait dit aussi que immédiatement après, qu'il y aurait donc le général légitime, qu'il y aurait le général Boiron-Canal, qui aurait le trait d'une femme, peut-être la femme même de Jean-Jacques Dessalines. Donc des choses codées que personne ne comprenait. Et on a annoncé après cela qu'il y aurait... Quand il a cité les noms de Henri Christophe, de Boiron-Canal et autres, est-ce qu'ici, on pourrait tenter de parler de réincarnation? Pas forcément, pas forcément. Et ce serait plutôt des incarnations. Oui, pas forcément de réincarnation. C'est vrai, par exemple, que Herta Trouillot, on avait dit que la femme de Jean-Jacques Dessalines va devenir président d'Haïti. Herta Trouillot s'appelait, c'est vrai, Marie-Claire Heureuse, Herta, c'est son prénom. Et elle a épousé Jean-Jacques Dessalines, Ernst Trouillot. Donc, c'est-à-dire que c'est des coïncidences assez bizarres. Et que Duvalier n'avait pas compris. Duvalier n'avait pas compris au départ. Et surtout, Henri Christophe n'avait pas compris. Mais c'est vrai. Ça allait être Henri Nafi. Ça allait Henri Christophe Nafi. Donc, c'est le prénom de Henri Christophe. Donc, qui rapportait, qui disait ça à les Hongans ou bien? Les Hongans. Il y a eu un esprit. Excusez-moi, est-ce que ces Hongans étaient chevauchés par des esprits, par des lois, en annonçant ces informations à Jean-Claude Duvalier? Ils étaient tous possédés, selon les informations. À ce moment-là? Au Palais national? Au Palais national même. Ils étaient possédés et ils racontaient au président de la République, il y a eu un esprit qui est arrivé, et d'ailleurs, c'est ce que m'avait rapporté l'ambassadeur Duval à l'époque, qui s'appelait Olisha. Olisha qui s'est déclaré inspecteur général du monde des esprits dans le panthéon du vaudou. Moi, je crois que j'ai été, par exemple, en Afrique, j'ai été au Bénin, j'ai retrouvé le même Olisha dans le panthéon vaudou du Bénin.
Et je crois qu'à partir de ce moment-là, donc ces informations ont été communiquées au président de la République qui voulait savoir, évidemment, de ce côté-ci. Et c'est vrai également que les Illuminati, ça veut dire les Illuminati de la franc-maçonnerie et de la Rose-Croix, n'avaient pas été invités par Duvalier pour savoir ou pour approfondir ces éléments. Mais, disons, les éléments africains, ça veut dire les esprits africains qui chevauchaient ces personnages, auraient rapporté à cette époque un ensemble d'informations que nous avons vérifiées sur la base de l'information insolite. C'est-à-dire, l'information insolite nous a permis de faire des enquêtes, deux formes d'enquêtes. L'enquête sur les personnalités, les noms qui avaient été cités, et une enquête journalistique sur la base aussi de la généalogie, pour comprendre plus ou moins ce qui s'est passé, ce qui allait se passer dans ce pays. Quand on a dit, par exemple, quand on a dit à Duvalier en 86, et moi j'avais noté tout ça, qu'un jour arriverait au pays comme président l'instant Saint-Fort de Pradines, et il avait dit un danseur de carnaval va devenir président de la République. Et il a dit aussi que l'instant de Pradines, c'était le chef de cabinet du président Alexandre Pétion. Et il était assisté par Laurent Michel Vieux. Et après, donc j'ai regardé plus ou moins dans cette enquête généalogique et dans cette enquête aussi par rapport à ce qui avait été dit à l'époque, ce qui s'est passé après. Et c'est vrai que le grand-père de l'actuel président d'aujourd'hui, c'est M. de Pradines, c'est M. L'Instant de Pradines, le chef de cabinet d'Alexandre Pétion. D'ailleurs, le fils de l'Instant de Pradines, qui s'appelait Saint-Fort de Pradines, est devenu président de la République d'Haïti, provisoire, en 1870, le grand-père de M. Martelly. Et quand je lui avais dit, il était même très étonné. Et je crois aussi que le chef de cabinet, assistant chef de cabinet de Pétion, qui était Laurent Michel Vieux, et c'était aussi donc l'assistant de M. de Pradines. Donc le petit-fils de M. de Pradines est devenu président de la République, et son premier ministre a été Laurent Lamotte. Et je crois qui est directement le fils de Michel Vieux. Et parce que, bien entendu, il faut prendre... La généalogie est très courte, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire, sur cet aspect-là, je fermerai rapidement. Quand, par exemple, on voit M. Lamotte, son arrière-grand-père, c'était Laurent Michel Vieux, le chef de cabinet assistant de M. Pétion, et du président Pétion. Et évidemment, il a donné naissance à Beaubrun Vieux. Beaubrun Vieux a donné naissance à Constant Vieux, et Constant a donné à Aglaé Vieux, la mère de Laurent Lamotte. Donc cette généalogie nous prouve évidemment qu'il y a des éléments extrêmement importants dans ce qui avait été raconté en 86, Est-ce qu'on n'avait pas alors que c'était à l'époque un enfant. Est-ce qu'on n'avait rien prévu pour celui qui va être le successeur de Michel Martelly? Je crois qu'aussi, ils ont annoncé, par exemple, un nom comme Lysius Félicité Salomon Jeune. Mais personne ne sait qui c'est. Mais le plus déroutant dans tout ça, c'est qu'on avait annoncé qu'il y aurait quand même un tremblement de terre. Justement, j'allais en parler avec vous pour avoir eu la possibilité de lire l'article. Ils avaient prévu qu'il y aurait 300 000 morts? 300 000 morts. Ils avaient annoncé le 16 janvier 1986 au Palais national qu'il y aurait dans ce pays 300 000 morts lors d'un tremblement de terre et qu'il y aurait beaucoup de catastrophes. Ils avaient dit aussi à Duvalier ce qu'il aurait dû faire. Peut-être ils avaient fait des demandes, mais Duvalier non plus ne croyait pas à tout ce qu'on racontait. Oui, c'est des racontars. Des balivernes, pour eux. Balivernes, oui. Ouais. Mais il semble qu'ils aient prévu une autre catastrophe. Ils ont prévu une autre catastrophe avec 825 000 morts. Et là, il y aurait donc 3 jours, c'est-à-dire 3 jours, suivis de 8 mois vraiment de désastre. Je ne sais pas quand. C'est-à-dire, ce sont des prophéties qui vont aller jusqu'à 2036. Donc, de 2036, de 1986 à 2036. Donc, c'est-à-dire tout un ensemble d'éléments que j'ai rapportés dans ce journal Enquête et qu'on peut retrouver dans les rues. D'ailleurs, il n'y a plus de numéro. Peut-être qu'il faudrait penser à faire une nouvelle édition. Moi, j'ai fait 10 000. Les 10 000 exemplaires sont partis. Je crois que nous avons en main un ensemble de documents, d'informations qui nous ont été rapportées et qui, enfin, en principe, nous interpellent. Est-ce que ces Ougans-là qui avaient fait ces révélations à Duvalier, est-ce qu'ils sont encore vivants? La plupart sont morts. La plupart sont morts. Comme par exemple, même Duval aussi, Théo Duval, l'ambassadeur de Hollande, ils sont morts. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que ce sont des informations qu'on ne peut pas perdre. Et moi, j'ai eu la chance, comme je vous dis, à l'époque, j'étais journaliste, dans ma vingtaine, j'avais entendu un ensemble de choses qui, aujourd'hui, je me dis, mais c'est pas possible. Quand je retrouve mes notes, que je les compare, je les regarde, je me dis, écoutez, il faut absolument qu'on voit cela avec beaucoup plus de sérieux. Donc, nous sommes aujourd'hui en 2014 et ça s'étend
sur une période qui arrivera à terme en 2036, vous avez dit. Donc nous sommes encore dans le timing. Nous sommes encore dans le timing. Et ils ont même annoncé que en 2036, c'est-à-dire ils avaient dit qu'en 20 ans après votre mort, ce qu'on avait dit à Duvalier, que l'un de ses fils, parce qu'il paraît qu'il a 2 fils, c'est-à-dire l'un d'entre eux se portera comme candidat à la présidence d'Haïti. Ce sont des informations Okay. comme je voulais, qui méritent d'être relues. Ok, mais est-ce qu'on ne peut pas revenir sur les bonnes choses évoquées ou encore prévues par ces Oungans? Parce que là, on ne parle que de la mort de Duvalier, des catastrophes, 300 000 morts, ensuite plus de 800 morts. Mais Haïti, est-ce qu'ils ont dit qu'Haïti restera toujours ce pays que nous connaissons nous-mêmes maintenant, un pays pauvre, un pays... dit-on, trop riche pour être pauvre, mais pauvre quand même? Non, au contraire, ils ont annoncé une grande prospérité. Une grande prospérité après les désastres. Il y aura une grande prospérité dans ce pays, et comme au temps de Salomon d'ailleurs, Haïti est un pays riche, très très riche, au temps du gouvernement de Salomon. C'est-à-dire, d'ailleurs, on était tellement riche qu'on finançait d'autres pays, et on faisait venir, d'ailleurs, les Syriens, les Libanais, les Arabes venaient ici pour travailler, parce qu'on avait du travail pour eux. Et je crois que cette ère de prospérité va revenir dans ce pays. Haïti va redevenir très très riche. Et ce sera comme une perle pour le monde entier. C'est-à-dire, il ne faut pas désespérer de cela. Cependant, c'est à nous de travailler, d'être conscients et d'arrêter aussi, d'arrêter d'être pessimiste, d'arrêter de dire « Haïti c'est pas qu'à faire ci, Haïti c'est pas qu'à faire ça », parce que avec, bien entendu, c'est ce qu'ils avaient raconté aussi, qu'autant de fois que vous racontez des choses négatives, vous allez attirer le négatif. Est-ce qu'ils ont aussi expliqué les causes des malheurs de Jean-Claude Duvalier? Ah oui, absolument. Pourquoi il a perdu le pouvoir? On lui a dit que, premièrement, il devait garder sa mère comme gardienne de la Révolution, car selon eux, il semble qu'après la mort de Duvalier, de François Duvalier, le jeune Jean-Claude avait été emmené à 18 ans à l'ancienne cathédrale de Port-au-Prince, où il aurait reçu la bague de mariage de son père, et on lui avait mis ça au doigt en lui disant « Vous pouvez avoir des enfants, des femmes, tout ce que vous voulez, un harem, mais pas de mariage ». Alors il a décidé de se marier à 29 ans, et de changer, évidemment, le pacte qui aurait été signé à cette époque. Et ceci a engendré un ensemble de problèmes, car il y avait aussi au Cap Haïtien un certain Marcel Étienne, un Illuminati, qui avait annoncé à Duvalier que ce serait la plus grande erreur de sa vie. Et il avait assumé et décidé par amour de commettre cette erreur, entre guillemets. Vous avez écrit à 29 ans, Baby Doc, en 1980, aurait décidé de se débarrasser de cette bague et aurait pris la décision d'épouser son premier amour, celle qu'il rencontra sur les bancs de l'école secondaire au collège Bird. Absolument. C'est ce qui avait été rapporté à l'époque. Et pour moi, je prenais ça aussi comme des balivernes à l'époque. Aujourd'hui, je regarde de près ces notes. Et quand je les regarde, je me sens parfois pas effrayé, mais je me sens réconforté de savoir que Haïti va devenir une nouvelle Haïti, une Haïti riche. C'est la seule information qui vous plaisait, apparemment. Je cherche toujours ce qui est positif. Ce qui est négatif ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses négatives, des choses qui sont arrivées. Moi, je ne fais pas partie des Haïtiens qui désespèrent. Je fais partie des Haïtiens qui se battent pour que, justement, l'engagement pris par nos ancêtres soit respecté. Et nous avons beaucoup souffert aujourd'hui. Est-ce que vous êtes superstitieux, Adi Jean Gardi? Je ne le suis pas. Je suis un libre penseur, comme je l'ai dit. Je suis resté libre penseur. Ça peut arriver qu'avec le temps... Non. Moi, je ne crois pas dans les superstitions. Je crois dans les informations. Et quel que soit le type d'information, même insolite, cela m'intéresse. Oui, mais vous êtes d'accord avec nous qu'ici, on parle d'annonce, on parle de prophétie, on ne parle pas d'information, Adi Jean Gardi. Oui, pour moi, ce sont des informations insolites. Dans la mesure où, quand vous lisez Nostradamus, les prophéties de Nostradamus, ce sont des informations insolites. Et moi, j'aime beaucoup l'histoire. Je regarde l'histoire, et sur cette base-là, histoire et communication. Excusez-moi, professeur. Quand je parle d'information, vous le savez mieux que moi, c'est quelque chose que nous pouvons vérifier, que nous pouvons aussi confirmer. Mais quand il s'agit d'une parole venue de la bouche d'un Ougan ou d'un esprit, mais là, on ne pourra pas confirmer. Ce qu'on peut confirmer, c'est-à-dire, d'abord, l'information, comme vous le savez, c'est une collecte. On fait la collecte de données. Et moi, c'est une première collecte de données. Je ne néglige aucune donnée. Et maintenant, il faut confirmer les données sur la base de l'histoire. Par exemple, ces informations de 86 ont été confirmées au fur et à mesure de leur réalisation. Donc, elles rentrent à la fois... Avec le temps. Donc, elles deviennent maintenant véridiques, d'une part, entre guillemets, et aussi confirmées. Il y a quelques éléments de la séance de travail qui vous ont été communiqués. Mais je suis convaincu que ce n'est pas toutes les informations qui vous ont été communiquées. Alors, qui vous a donné les autres informations?
Écoutez, le journaliste ne révèle jamais ses sources. Je Mais sais. je vais Je le savais déjà. Mais cependant, je peux vous dire que la plupart des Oungans, les 7 qui avaient participé, ou des Illuminati, africains, mais haïtiens, qui avaient participé à cela, m'ont révélé, la plupart d'entre eux, c'était 7, au moins 5, m'avaient confirmé l'information du départ. La deuxième chose aussi, c'est que l'ambassadeur, comme je vous ai parlé de l'ambassadeur Duval, Théo Duval à l'époque, c'est pas quelqu'un qui passait comme un superstitieux, c'est quelqu'un qui, en principe, était d'ailleurs responsable de l'Office du tourisme et qui faisait souvent venir des étrangers, et beaucoup d'entre eux venaient comprendre les réalités haïtiennes. Et là, il posait des questions, en général, les étrangers, à M. Duval. Et lui, il m'a dit, écoutez, vous êtes un journaliste crédible, je voudrais quand même que vous sachiez, voilà ce qu'on a raconté. Vous pouvez ne pas croire à ça, mais prenez des notes, voilà ce qu'on a dit. Peut-être que vous vérifierez dans les prochaines années si tout ce qui a été dit là a été vraiment est vérifiable ou on peut les confirmer. Donc je crois que c'est sur cette base de sources vérifiables, de sources aussi crédibles, que moi j'ai reçu ces informations et que j'ai pris... Est-ce que vous aviez d'autres collègues je ne suis pas en train de mettre en doute ce que vous nous racontez, chers confrères. Est-ce que vous étiez accompagné d'autres journalistes? Non, ce n'était pas une conférence de presse. C'est-à-dire que j'ai des amis. C'est-à-dire, vous savez, tout journaliste doit avoir un bon carnet d'adresses. Et moi, j'ai un solide carnet d'adresses, que ce soit en Haïti ou à l'étranger. Donc tout ce qui concerne mon pays peut m'être rapporté, et ceci en toute confidence. Et sur la base de cette confidentialité, parce que les gens savaient que moi, je n'allais pas le révéler, vous pouvez me donner une information, si vous me dites, écoutez, ne la révélez pas, ne la diffusez pas, et parce que c'est off the record, je garderai l'information. Sauf si, bien entendu, il y a des aspects qui méritent d'être connus. S'il y a un danger imminent ou une attaque terroriste, je serai obligé de le faire, mais je ne pourrai jamais révéler mes sources. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire pourquoi vous avez pris la décision de rendre public ces prophéties aujourd'hui? Parce que simplement, au départ de Duvalier, à la mort de Jean-Claude Duvalier, je me suis dit, mais écoutez, je détiens des informations, ou bien je détiens des informations insolites qui méritent d'être connues. Et cela peut-être nous évitera. Peut-être que si je l'avais fait avant, cela éviterait ce qui s'est passé le 17 octobre. Parce que quand le président de la République et le Premier ministre se sont retrouvés le 17 octobre de l'année dernière au Pont-Rouge pour célébrer la vie, entre guillemets. Alors que justement, on ne peut pas le faire aux États-Unis. Lorsqu'il y a, par exemple, quand tu vas le jour des vétérans, le Veterans Day, tu ne peux pas aller, par exemple, faire du carnaval, jouer de la musique pendant la mort des vétérans. Et je crois que ce qui s'est passé... Est-ce qu'ils avaient prévu? Ils avaient prévu cela. Et si j'avais peut-être publié avant, je me suis dit, si j'avais publié, peut-être qu'on aurait évité de le faire. Et quand on l'a fait, je me suis dit, ben, écoutez, là, on va dans des problèmes de gouvernement très graves. Et quelques temps après, j'ai vu le gouvernement tomber et on les avait annoncé ça. Ils avaient dit que, écoutez, monsieur Despradines, le chef de cabinet de Pétion et son assistant en 1806 avaient organisé une sorte de grand carnaval après de musique sur l'endroit même où Jean-Jacques Dessalines avait été tué, et ils le referont encore. Donc pour moi, j'avais pris tout ça pour des balivernes. Et je crois que quand on sait d'avance, quand on connaît un certain nombre d'éléments, il y a des choses qu'on évite. Oui, mais ça pourrait aussi contrarier l'ordre des choses. Et ça peut... Vous savez, on peut changer aussi le destin, entre guillemets. Moi, j'ai appris après qu'il y a des choses qu'on peut changer. On peut le changer dans la mesure où il y a une... Parce que tout n'est pas, si vous voulez, statique. Vous pouvez changer les choses dans la mesure où vous prenez une décision, et cette décision peut être aussi intime et sur la base de l'information. D'ailleurs, il est dit dans la Bible, si vous savez lire la Bible, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a un sous-titre dans l'article, « Des morts à n'en plus finir ». Et quoi, des morts? Qu'est-ce que ça veut dire, lâche le président? Cléophas Pierre continue. Oui, parce que vous avez bouleversé les tombes des fondateurs de l'indépendance. Les portes du monde invisible sont ouvertes maintenant et les morts vont diriger ce pays désormais. Oui, c'est ça. Et là, ils ont donné les détails. C'est-à-dire tous ceux qui étaient, bien entendu, des anciens chefs d'État ou qui étaient responsables des affaires publiques d'Haïti allaient vouloir, bien entendu, influencer le cours du destin du pays. Et évidemment, je crois qu'il y a deux choses que les Illuminati du Panthéon africain ou du Panthéon vaudou reprochaient à M. Duvalier. C'est premièrement le fait d'avoir renoncé aux droits concordataires d'Haïti par
par rapport au Vatican. Et deuxièmement, le fait qu'il y avait et la décision pour le Panthéon national de déterrer les corps de, par exemple, Jean-Jacques Dessalines du côté de Sainte-Anne, le faire venir pour le mettre dans un Panthéon. Selon eux, il y avait donc des choses, donc des cérémonies entre guillemets, qui n'avaient pas été organisées. Ça a été fait justement par une simple fantaisie politique. Et je crois qu'ils reprochaient tout ceci à Duvalier. Moi, je ne suis pas forcément croyant dans cela, mais j'ai les informations. Vous avez fait votre travail de J'ai fait mon travail de journaliste. Je te rappelle que je m'appelle Olicha. Yeah. Je travaille sur le temps et sur la durée des mandats présidentiels. Maintenant, alors, cet esprit-là était constituant, constitutionnaliste, parce que c'est le travail sur le mandat. Oui, écoutez, vous avez, aux États-Unis, il y a des Illuminati, en France aussi. D'ailleurs, si vous regardez la construction des villes, c'est-à-dire, d'ailleurs, la franc-maçonnerie a dirigé énormément, par exemple, si vous voulez, le destin de l'Europe, par rapport à une certaine croyance. Quand vous n'êtes pas au courant, quand vous ne savez pas, c'est-à-dire, il peut y avoir aussi des choses, des malheurs. Je crois que pour Haïti, que je dis malheur, je mets entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à... Haïti est un pays croyant. Soit vous croyez en Dieu ou vous croyez en rien du tout. Si vous croyez au Dieu, vous croyez aussi au diable. Et moi, vous ne croyez ni à l'un ni à l'autre. Si vous êtes un peuple athée, vous ne croyez en rien, alors là, ça c'est autre chose. Mais il faut savoir que le monde est dirigé, c'est-à-dire par ses forces, et pour certaines personnes, le monde est dirigé par certaines forces qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc il faut savoir avoir la connaissance, surtout pour un pays comme Haïti. Nous allons terminer, Adi Jean Gardi, mais je m'en voudrais de partir sans vous poser la question, à savoir, est-ce que ces Ougans-là, ou bien ces esprits, n'avaient pas prévu que c'est vous qui allez publier leur prophétie? Est-ce qu'ils n'avaient pas prévu que vous allez aussi être interrogé sur ce sujet par un journaliste? C'est une belle question. Je crois que ce qu'ils ne prévoient pas, c'est évidemment ce qu'ils... Ou bien ce qu'ils prévoient et qu'ils n'ont pas dit. Ce qu'ils n'ont pas dit. Ce qu'ils ne prévoient pas, c'est ce qu'ils n'ont pas dit. Et puis d'ailleurs, vous savez, en chacun de nous, il y a c'est-à-dire, il y a l'histoire de ce pays. Et chacun de nous a le devoir, justement, de savoir et le devoir d'agir. Où est-ce qu'on peut trouver ce journal? Écoutez, on va faire une nouvelle édition et le redistribuer à travers les rues de la capitale. Pour le moment, il n'y en a plus. Le journal Enquête, on peut le consulter en tout cas dans la bibliothèque, parce que nous avons envoyé des numéros spéciaux. C'est pas encore sur le web? C'est sur le web aussi, à enquête.com. On peut y aller sur le web et regarder directement enquête-.com, et on peut trouver évidemment ce journal. Quel titre vous ferait le plus plaisir aujourd'hui? L'ancien ministre, le journaliste ou le PDG de Enquête? Écoutez, je préfère le titre de citoyen. Un citoyen engagé pour les affaires de son pays. Pas Illuminati. Et évidemment, non, pas vraiment. Je crois que le titre de journaliste, PDG du journal Enquête, est citoyen engagé pour l'avenir de son pays. Je crois que c'est à ce titre-là que je vais continuer à me battre. Et quels sont donc les temps forts ou encore les informations importantes que nos auditeurs et téléspectateurs doivent retenir en parlant de cet article, justement? En parlant de cet article, ils doivent retenir qu'il y a donc une relation entre l'histoire du pays, la généalogie aussi des gens, et puis, évidemment, notre avenir. Et je crois que dans cet article, il faut retenir qu'il y a des informations insolites qui peuvent se révéler vraies. Est-ce qu'ils doivent aussi retenir que nous sommes encore dirigés par des morts ou des esprits? Écoutez, ce n'est pas... Non, je vous pose la question. Non. On est dirigé par des vivants. Mais vous savez, en Haïti, c'est le pays des morts vivants. Autrement dit... Ce que vous croyez qui est vivant est déjà mort. Ce que vous croyez qui est mort est vivant. Merci infiniment, Adi Jean Gardi. J'étais très heureux de vous recevoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bientôt, j'aurai à vous inviter sur le plateau pour nous parler de notre article, évidemment. Absolument, de notre article. Vous devez en avoir pas mal. Absolument, il y en a plein. Peut-être que vous m'inviterez aussi à parler de politique. Merci encore une fois, Adi Jean Gardi. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le journaliste, le président directeur général du journal Enquête, l'ancien ministre de la Communication, le professeur Adi Jean Gardi. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Merci de votre intérêt et de votre fidélité à la rubrique Le Point. Passez une bonne journée, une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie
de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.